C'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense. Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres. Elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévot remporte le Tour de France 36 ans après Gianni Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli avec sa voix tout enjouée qui est là pour vous présenter une nouvelle émission du Campus Sport Club saison 5, épisode 9. Là, c'est bon, on commence à rentrer vraiment à fond dans cette saison, dans le vif du sujet, avec bien sûr toutes les semaines, de toute façon jusqu'à la fin de l'année, du sport et encore du sport à vous raconter. Très heureux de présenter cette émission avec la petite flopée de petits... qu'est-ce qu'il fait déjà Gaëtan là je t'allume, comment tu vas, je t'affiche moi. Bah super. Bah non, je me mets en forme quoi. Ah, tu fais l'articulation de la mâchoire. Exactement. T'as vu, c'est compliqué, il faut avoir un sacré débit pour débiter tout ce que je dis oui. À vitesse de l'éclair. Surtout à 1 minute 30 de retard. Non, pas du tout, il n'y a pas du tout 1 minute de retard. Je vais suivre le conducteur, mais là tu vas me mettre en retard. Et il est temps de présenter aussi les autres chroniqueurs de ce soir. Théo, à ma gauche pour les résultats, comment tu vas ? Bonsoir, ça va très très bien, très heureux d'être là. Très heureux, et on est très content de t'entendre. Et oui, et moi je suis très content. Avec le petit micro. De vous entendre. Et à ma droite, pour finir, avec le quatuor de choc face à moi, Maël et Mathurin, comment vous allez, messieurs ? Je commence. Si vous allez pas bien, vous pouvez aussi le dire, il n'y a pas de... Ah non, moi je vais très bien, je suis trop content de retourner ici au Campus Sport Club, ça fait plus d'un mois je crois que j'étais pas venu pour un mardi soir. Oui, c'est vrai. Pour un direct, il y a quelque chose en hibernation encore, c'est clair, en cette période, mais sinon c'est vrai qu'en direct, ça faisait un petit bout de temps. Donc je suis trop excité, trop content d'être là parmi vous ce soir messieurs, et puis voyons voir ce qu'on a raconté. Ah ouais, on a des choses à raconter, et puis Mathurin qui clôturera cette émission, mais qu'on entendra d'ici là, évidemment. Comment tu vas, toi ? Moi, ça va très bien. Très heureux de vous présenter les immanquables ce soir. Super. On va pouvoir attaquer avec l'exact opposé. Avant de parler de ce qu'il y a à venir, on va parler de ce qu'il s'est passé. Retour sur les résultats de cette semaine avec Théo. Si vous avez manqué les résultats de la semaine dernière, contrôle surprise dans le Campus Sport Club. Instituteur Théo, ici à ma gauche pour le contrôle surprise. J'espère que vous avez pris des notes. Il s'est passé beaucoup de choses, j'espère vraiment que vous avez pris des notes. Sortez vos stylos, prenez des notes. Et oui. Surtout, on va directement commencer par la petite balle jaune, parce que depuis dimanche, c'est les ATP Finals, c'est-à-dire le tournoi des 8 tennisman les mieux classés au classement ATP. Regroupés en 2 groupes de 4. Seuls les 2 premiers donc de chaque groupe vont s'en sortir pour passer en demi-finale. Et donc depuis dimanche, on a vu des matchs comme aujourd'hui entre Carlos Alcaraz et Taylor Fritz, Alcaraz s'est imposé 2-7-1 face à Fritz, donc 6-7, 7-5, 6-3. Une victoire arrachée au mental en 2h48, longtemps dominée par Fritz, ce qui va montrer justement les difficultés d'Alcaraz en indoor, on le sait. 2 victoires en 2 matchs pour l'Espagnol qui va se rapprocher de plus en plus des qualifications dans cette poule. Hier également, Taylor Fritz s'est imposé face à Lorenzo Musetti, 6-3, 6-4, là où Yannick Sinner n'a fait qu'une bouchée de Félix Auger-Aliassime, 6-5, 7-1. Le Canadien aura complètement craqué sur le second set face au numéro 1 mondial, notamment en raison de soucis physiques. On va également noter l'absence de Novak Djokovic, forfait donc pourtant septuple vainqueur de la compétition. Donc sur le classement, Alcaraz est seul en tête de sa poule avec 2 victoires devant Fritz, De Minaur et Musetti. Dans l'autre poule, c'est Yannick Sinner qui est pour l'instant premier, devant Zverev, Ben Shelton ou encore Auger-Aliassime. Il y a également eu les WTA Finals, donc la même chose du côté du circuit féminin, avec cette fois-ci une victoire de Elena Rybakina, 2-7-0 face à Aryna Sabalenka.
C'est le premier titre pour la Kazakhstanaise, alors que Aryna Sabalenka a perdu sa 5e finale sur 8 disputées cette année. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer son adversaire en disant sur son banc pendant le match, même une fois par an, le bâton tire. Autrement dit, le niveau de Rybakina n'est pas excellent selon Sabalenka qui a quand même perdu. Et ouais. Et ça rebondit sur celles et ceux qui auraient écouté l'émission de la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines sur la joueuse de l'année où on pointait Sabalenka parmi l'une des grandes prétendantes. Finalement, elle perd cette finale. Vous, qui n'étiez pas donc à l'émission, j'en profite, je vous pose aussi la question sur Sabalenka, son année, finir comme ça reste quand même une belle année pour la numéro 1 mondiale, qui l'est depuis plus d'1 an, donc là-dessus, ça va quand même. Mais pour moi, elle a fait une année relativement correcte en termes sportifs, mais déjà, il y a, comme Théo l'a dit, il y a beaucoup de finales perdues, et surtout, j'ai l'impression qu'elle s'est beaucoup plaint, genre on limite on retient que ça de sa saison, qu'elle râle à chaque match. De Roland Garros, on en a parlé un tout petit peu, mais cette finale qu'elle perd contre Coco Gauff où il a presque accusé le vent à la fin pour légèrement se dédouaner, puis après dire qu'elle irait prendre des vacances à Mykonos, qu'elle irait manger des bonbons, donc elle avait l'air quand même de bien s'en sortir, cette Sabalenka. C'est vrai qu'un peu plaintive sur le coup. On change du tout au tout, petite balle jaune vers gros ballon. Exactement, gros ballon rond de football qu'on peut jouer avec le pied. On va parler de Ligue des Champions féminine, et là c'est très triste pour nos Parisiennes car elles jouaient donc le Real de Madrid, le Paris FC. Elles menaient 1-0 depuis tout le match avec un but de Lorena Azzaro sur penalty à la 40e, sauf que le Real Madrid vient d'égaliser à la 90+8, donc 1 partout au final. Les Parisiennes donc n'auront pas échappé la victoire à Madrid. Tandis que Lyon a gagné face à Wolfsburg avec un de 3-1, donc avec doublé d'Anna Egeberg. Excusez-moi, mon accent norvégien n'est pas bon. En première mi-temps, donc 35e et 40e, avec également un but de Wendy Renard sur penalty à la 72e. Wolfsburg a beau avoir réduit l'écart grâce à Linette Bernstein, pas néerlandais non plus, à la 80e, ils n'auront pas gagné ce match. En Ligue 1, le Paris Saint-Germain affrontait l'OL dans un match haut en couleur, et à la fin, c'est Paris qui gagne. En effet, les Parisiens se sont imposés sur le score de 3-2. Le match avait pourtant bien commencé car Parisiens et Lyonnais se sont longtemps tenus au score avec des buts de Warren Zaïre-Emery, puis une réponse d'Alfonso Moreira avant que Kvaratskhelia, profitant d'une récupération de balle à la limite de la faute, marque le 2-1 seulement 3 minutes après l'égalisation lyonnaise. Les Lyonnais vont revenir en seconde période avec un splendide lob de Maitland-Niles. Pas suffisant car les Parisiens vont arracher la victoire dans les derniers instants avec une tête de Joao Neves sur corner. Victoire finale 3-2 des Parisiens qui se sont imposés dans la douleur. En parlant de gens qui font le job, on va également parler de Marseille qui était défait en Ligue des Champions mercredi dernier. Ils ont montré du répondant face à Brest avec une victoire 3-0 à domicile. Des buts d'Angel Gomes, Mason Greenwood ainsi que de Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui leur a permis d'occuper provisoirement la première place de Ligue 1. Lens confirme également son très bon début de saison avec une victoire 4-1 chez les Monégasques. Un match dominé par les Lensois de bout en bout. Ils ont ouvert le score par l'intermédiaire d'Hudson-Edouard à la 21e. Bien que les Monégasques vont réagir sur un but de Balogun sur penalty à la 37e, les Lensois vont rentrer au vestiaire sur le score de 3-1 avec un avantage numérique car Balogun va se faire expulser avant la mi-temps avec une semelle sur Mamadou Sangaré, ce qui va permettre aux Lensois de marquer 2 buts justement avant celle-ci, avec un but donc de Wesley Saïd à la 40e et de Mamadou Sangaré à la 45e. La seconde période va être marquée par le doublé de Wesley Saïd à la 60e. Cette victoire permet aux Sandheiers de monter sur le podium de Ligue 1, là où les Monégasques glissent au 6e rang. Metz confirme également sa très bonne forme avec une 3e victoire d'affilée face à Nice, 2-1. Les Niçois avaient pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Mohamed Ali Chaud, mais c'est sur penalty que le capitaine Grenat Gauthier Hein recolle au score, avant que Habib Diallo scelle le score à la 84e. Une victoire permettant à Metz de sortir de la zone rouge. Enfin, un côté plus local, face à Strasbourg, Lille a sombré. Avec une défaite 2-0 à la Méno, suite à un doublé d'Emega, 33e et 62e. De retour de blessure, il va profiter d'une mauvaise sortie d'Auxerre sur le premier but et d'une passe mal appuyée de Giroud sur le second. Les Dogs ont touché le montant à quelques reprises, sans pour avoir autant été très très dangereux. La rencontre va être marquée par 2 cartons rouges. Le premier pour l'entraîneur strasbourgeois Liam Rosseigneur qui va se plaindre de l'arbitrage. Et le second pour le Lillois Calvin Verdonk en toute fin de match après une faute grossière sur Godot alors qu'il venait à peine d'entrer en jeu. Synonyme de toute la frustration lilloise. Messieurs, j'ai une question. Est-ce que vous avez retenu un match en particulier de cette journée ou pas? Alors personnellement, en tant que supporter messin, j'ai évidemment retenu la 3e victoire d'affilée du FC Metz qui nous... Moi, je retiens qu'il est supporter messin. Qui nous fait sortir. C'est fort.
Je suis resté malgré tout après toutes ces années de souffrance. Et de galère. Et de galère. Comme diraient les Parisiens. Mais c'est vrai que Metz est sur une très bonne dynamique après avoir patiné en bas du classement. Étant un match. Marseille peut-être, même en tant que Parisien, il est quand même essentiel et important de rappeler que Marseille est sur une bonne dynamique aussi cette saison. Et malgré la victoire parisienne ce week-end, grâce à leur victoire face aux Brestois, 3-0. 3-0 ce week-end, ils peuvent recoller un petit peu plus les Parisiens, seulement à 2 points du leader de cette Ligue 1. Donc ouais, je pense chapeau bas quand même à Marseille. Il leur manque leur victoire en Ligue des Champions. Je pense que on aura l'occasion peut-être d'en parler ces prochaines semaines, mais c'est ce qui leur manque dans leur saison. C'est peut-être un peu plus de réalisme en Ligue des Champions. Pour leur permettre de viser plus haut. Mais une 2e place à ce moment-là de la saison, c'est pas mal. Ils résistent bien en tout cas aux différentes difficultés. Du réalisme et une action arbitrale ou deux peut-être aussi pour l'OM. C'est le petit supporter qui parle au fond de moi. On va pouvoir switcher. On en parlera bien plus longtemps plus tard dans l'émission pour notre débat du soir. On va traiter d'Ovalie. Exactement. Oui, on va parler vite fait de cartouche quand même, donc avec la défaite du 15 de France face à l'Afrique du Sud 32-17 qu'on va étayer plus tard, mais on va également parler du tournoi de repêchage pour la Coupe du Monde de rugby 2027 qui est en Australie. Il a commencé avec notamment une belle victoire de nos voisins belges face à la Namibie 22-15. Ils vont désormais devoir affronter les Brésiliens puis les Samoans qui se sont eux départagés sur un score de 48-10 en faveur des hommes du Pacifique qui sont les grands favoris de ce tournoi de repêchage qui va permettre justement tout simplement de rêver de leur première participation en Coupe du Monde, notamment pour les Belges. Je vais parler également de Formule 1 avec le Grand Prix du Brésil qui était fort en émotion, remporté par Lando Norris qui n'a pas été inquiété de tout le week-end. Max Verstappen est quant à lui parti 19e après des qualifs ratés et un changement moteur. On a également notifié l'abandon de Gabriel Bortoleto, le local, dès le premier tour du Grand Prix, après un accident qui peut s'accorder qu'à lui-même. On va également notifier l'accrochage entre Oscar Piastri, Kimi Antonelli et Charles Leclerc, qui a malheureusement provoqué l'abandon de Leclerc qui pouvait pas faire grand-chose. En conséquence, Piastri a également pris 10 secondes de pénalité, injustifiée selon certains. Et on va également notifier le fait que Pierre Gasly soit dans les points, et ça c'est beau. Isaac Hadjar a lui fini 8e. Norris a désormais donc 24 points d'avance sur Oscar Piastri, 49 sur Max Verstappen. Il vous reste 3 grands prix. Max Verstappen peut remporter le championnat s'il gagne tout simplement. Là où Norris s'adjugerait presque le titre en l'emportant la semaine prochaine à Las Vegas. Au championnat constructeur, on observe également une bataille à 3 derrière McLaren, entre Mercedes, Red Bull et Ferrari, qui se tiennent dans une 30aine de points. Basketball maintenant, avec la victoire des femmes de Villeneuve-d'Ascq. Le SBVA l'a emporté dimanche face à la Roche-sur-Yon 73-70, signant une 9e victoire d'affilée, ainsi que mardi en Coupe d'Europe, donc justement face aux Polonaises de Wrocław. C'est beau, ça, 73-50, toutes compétitions confondues. Avec leur série de victoires, justement, les nordistes sont 2e au championnat de France et logiquement première de leur poule en Coupe d'Europe, leur assurant une place en 16e de finale. En NBA, il y a également la victoire des Spurs de Wemby face aux Chicago Bulls de 121-117, portée encore une fois donc par un grand Victor Wembanyama, avec 38 points inscrits dont 18 dans le dernier quart-temps, avec 2 tirs depuis le parking en fin de match, pour donner la victoire aux Spurs. Les Lakers de Luka Doncic se sont également imposés sur le score de 121-111 face aux Hornets, avec également donc un très beau Doncic qui a marqué plus de 38 poins. Le petit Slovène qui est au rendez-vous. Wemby, j'ai presque cru au 5x5. Vous connaissez cette ligne statistique assez impressionnante? Ça vous parle, vous, le 5x5? Non, c'est quand on arrive à avoir 5 dans les 5 catégories majeures. Et Wemby avait à minima 5 points, 5 rebonds, 5 passes, 5 contre. Il lui manquait 5 interceptions et il n'a eu qu'une. Mais c'est lui le dernier qui a réalisé les 2 derniers 5x5 de l'histoire et ils sont qu'une quinzaine dans toute l'histoire de la NBA à faire ce genre de statistiques. Donc l'alien, comme on dit. Luka Doncic aussi aux Lakers, pour celles et ceux qui suivent un peu ici le basket, ou un vrai leader pour cette équipe des Los Angeles Lakers pour le coup, parce que LeBron James est encore absent quelques semaines. Ça va être lui le nouveau visage de la franchise. Non, mais surtout d'après ce que dit aussi la presse américaine, c'est qu'on a tendance à penser si vraiment Luka Doncic n'est pas en train de s'installer vraiment plus
importantement dans le temps, dans l'effectif, parce que justement, on n'a pas forcément de visibilité sur le possible retour de LeBron James et surtout sur l'impact qu'il a sur l'équipe. Peut-être qu'il ne l'a plus autant qu'avant. Et là, le fait que une équipe des Lakers et la franchise des Lakers soit dirigée par Luka Doncic et arrive à performer avec ce leader-là et sans James, ça pose également en effet des questions pour la suite. Oui, on évoque même un retour de LeBron James plus comme 6e homme, donc en dehors du 5 majeur des titulaires de cette franchise, si jamais la dynamique est lancée, et de peur de contrarier aussi, alors que les Lakers ont toujours de grosses ambitions comme les playoffs et surtout le titre qui leur fuit depuis 2010, je crois, de tête, avec Kobe Bryant et le doublé. Mais ils ont quand même fait chuter les Spurs. Ils ont infligé la première défaite aux Spurs, je crois, cette saison. Avec la manière, ouais, c'était pas mal. Un petit Wemby aussi. Il fait vraiment encore plus chauvin par-dessus. Oui, mais Wemby, à ce moment-là, il ne faisait pas 2,24, il faisait plus 2 mètres, donc il était pas très très bon là-dessus. On va pouvoir poursuivre, Théo, après un peu de basket. On reste un peu sport collectif et on reste dans la hauteur du volley. Exactement, donc je vais être plus local avec une défaite de Tourcoing aujourd'hui donc en finale de Supercoupe face à Tours, 3-7-2. Les vainqueurs de la Coupe de France se seront bien battus, emmenant les Tourangeaux jusqu'au 5e set. En championnat, le TLM est également 3e à égalité de points donc avec le second. Montpellier est quant à lui 1er. Les femmes de Marc-en-Barœul se sont également imposées 3-2 face au Canet-en-Roussillon ce week-end. Et enfin, pour finir, handball, avec une défaite malheureusement de Dunkerque face à Aix-en-Provence 25-30. Les Dunkerquois sont 13e sur 14 en championnat, c'est très dur pour eux cette année. Tandis que le Saint-Amand handball féminin a gagné face à Plan de Cuc. Plan de Cuc, 28-26 ce week-end, leur assurant un 4e succès d'affilée, leur permettant d'être classés 5e en première division. C'est beau, c'est très beau. C'est une belle performance pour. C'était rare ces derniers temps pour le Saint-Amand handball, qui depuis 2-3 ans a des ambitions de haut de classement, mais et plus à jouer sa survie et la relégation, et l'USDK qui piétine dans ces places-là, 12, 13, 14, 15, qui stagnent depuis quelques saisons aussi. C'est un peu sa place malgré eux, mais c'est un peu leur place en tout cas aux Dunkerquois. On leur souhaite quand même toujours de belles dynamiques. Merci Théo pour ce riche condensé de ces résultats de ces derniers jours et de ce soir même. Exactement. Avec ce but à la 90+8. 90+8, ça fait très très mal. Reçu la notif là, c'était sympa. J'ai vu ça là, j'ai ouvert le téléphone, j'ai fait là ça pique. C'est dommage. Parce que le Real quand même c'est une belle victoire. Ça aurait été très très belle victoire. Ça aurait été une très belle victoire. À Madrid. Allez, on va pouvoir marquer une première petite pause musicale ce soir dans le Campus Sport Club. Je juste rebondis sur la sortie d'un album qui a fait beaucoup parler ces derniers temps en France, avec un film aussi presque derrière à la clé qui concerne un peu cet album. Je parle d'Orelsan et de son film Yoroi. J'avais pioché une des musiques qui m'a le plus touché. On est dans la sensibilité ce soir. Vous verrez aussi plus tard. On va parler de cette équipe de France de rugby dans le débat, mais aussi d'un point historique important avec Maël. J'ai choisi encore une fois le featuring avec Yamé, petit artiste. On écoute ça quelques instants et on revient bien sûr pour la suite de l'actualité sportive. À tout de suite. De retour en direct dans le Campus Sport Club, vous êtes bien sur Radio Campus Lille 106,6. On poursuit cette heure à parler de l'actualité sportive en tout genre jusque minuit, bien évidemment, avec les petits chroniqueurs autour de la table, avec bientôt les news de Gaëtan. Il suffit juste que j'aille chercher ton petit jingle. Je ne sais plus où est ton jingle. Il est là ton jingle, pardon, excuse-moi Gaëtan. On va pouvoir écouter tout ça tout de suite. C'est l'heure de la chronique news, un point rapide sur toutes les actus sport de la semaine, tout ce qu'il ne fallait pas manquer. My bad, je ne sais pas ranger mon ordinateur, mon document. Gaëtan, on va pouvoir attaquer avec du joyeux, du positif, du plaisir et du cocorico, avec une affaire judiciaire extra-sportive. Et oui, on commence cette chronique news par du biathlon et l'affaire qui bouleverse le sport français, une affaire judiciaire qui s'est partiellement conclue ce jeudi 6 novembre. La biathlète française Julia Simon a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende par le tribunal correctionnel d'Albertville. On rappelle le chef d'accusation vol et fraude à la carte bancaire sur sa coéquipière Justine Brezas-Boucher et l'une des kinésithérapeutes de l'équipe de France. En marge du pénal, la décuple championne du monde écope de 6 mois de suspension, dont 5 avec sursis par la commission de discipline
discipline de la Fédération française de ski. Une décision qui l'empêche d'être présente pour la reprise de la Coupe du Monde prévue le 29 novembre, mais une décision qui a suscité quelques réactions dans le monde du biathlon, comme celle de Ole Einar Bjørndalen, légende de la discipline, qui s'est montré surpris à l'annonce des sanctions. Une punition, je cite, clémente. Selon lui, l'histoire n'est en tout cas pas prête d'être réglée. L'équipe de France féminine a conclu encore une très belle année au haut niveau, mais paradoxalement, on ne retrouve pas dans le groupe une ambiance digne d'un collectif. Alors on ne s'improvisera pas juriste aujourd'hui, donc pas de contestation de la décision, mais une simple question: peut-on véritablement reconstruire un collectif après ce genre d'affaires extrasportives, et surtout à 4 mois des Jeux Olympiques d'hiver? Les garçons, peut-être un avis là-dessus? Après, l'avantage, c'est que les faits remontent déjà à un certain temps, et qu'entre-temps, on a eu l'occasion de voir que les filles avaient concouru ensemble, avaient réalisé des relais, avaient gagné des titres. Donc là-dessus, pas trop de soucis. Après, c'est presque perdre une biathlète aussi forte que Julia Simon. Est-ce que ça peut entacher les résultats de l'équipe de France dans un premier temps? Mais c'est plutôt le fait que ça éclate, tu vois, dans la presse, dans les médias, et que cette affaire voit vraiment le jour. Oui, je pense qu'elle était déjà bien sacrée en interne, justement. Il y avait pas besoin. Je pense que déjà en interne, elles étaient pas trop mal affectées à l'époque. Surtout que c'est ta coéquipière. Tu sors de la saison 2022-23 de tête donc. Et derrière, tu as tout l'été où tu sais qu'en interne, il y a eu un souci, ça doit se régler quelque part, et tu relances ta saison 2023-2024, donc qui vient juste après. Et en fait, tu as ça qui reste dans un coin de ta tête, tu fais les relais, tout le monde commence à être au courant aussi de la chose. Pour que ça arrive en justice aujourd'hui, ça a dû s'appliquer à l'époque. Je pense que là-dessus, le collectif est pas trop secoué, brisé, même si peut-être que le début de saison va nous prouver le contraire. En tout cas, sur le premier début de saison, en tout cas sur la première étape à Östersund, évidemment, il y a un ticket qui se libère suite à sa suspension. Elle ne sera pas présente pour la première étape fin novembre. Et donc, il y a un ticket qui se libère. Évidemment, suite à cette affaire, parce que j'ai oublié de le préciser, mais il y a évidemment d'autres scandales qui éclatent dans cette équipe de France féminine. Une affaire, j'ai pu vérifier sur différentes presses, mais une affaire de dérèglement de carabine qui aurait eu lieu l'année passée et qui a été d'ailleurs confirmée par la Fédération française de ski et qui a été réglée en interne. Mais voilà, ça prouve que il y a une petite tornade en interne. On n'est pas au beau fixe en tout cas dans cette équipe de France féminine. Et vous autres, vous inquiétez de cette situation de l'équipe de France féminine aussi à appliquer? Pour l'instant, je ne sais pas si ça a dévié sur les garçons, et sachant qu'on est à 3 mois, comme le dit Gaëtan, de ces Jeux Olympiques. Moi, je suis pas spécialement inquiet parce que j'ai l'impression qu'en fait, ça a été réglé en interne. On est juste passé sur le plan judiciaire, mais qu'en interne, la situation avait déjà l'air d'avoir à être réglée. Et donc, je me dis qu'au final, ça sera peut-être juste une bulle extra sportive qui fait que le sportif sera pas forcément impacté très fortement, à part justement son absence là au début. Mais je pense que le sportif sera pas plus impacté que ça. Juste à voir, faut pas qu'il y ait d'autres scandales qui éclatent. Ouais. Pour la mise en jambe aussi, le début de saison est assez important dans ce milieu-là. Et d'autant plus que les JO, donc c'est février. Ouais. Donc ça arrive assez vite. On a tout décembre et tout janvier avec une trêve de Noël. Je sais pas de bêtises dans le calendrier, donc c'est pas évident. Ici, Maël Mathurin, un dernier mot? Ouais, moi je pense qu'on peut quand même toujours s'inquiéter. Enfin, l'extra sportif, malgré tout, je pense, a un impact sur les performances, qu'importe le sport d'ailleurs. On sait que le moindre petit accrochage, même en dehors, on va dire même en dehors du domaine sportif, peut impacter en termes psychologiques, en termes de préparation. Tu peux souligner aussi les conséquences un peu plus cachées, un peu plus psychologiques. Ouais, exactement, et ça a un peu impacté, je pense, à terme, malgré tout, peut-être la cohésion, ou du moins les performances des Françaises au JO, par exemple. Adrien, tu avais parlé justement des Jeux Olympiques d'hiver. On note que pour ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina en Italie, les tricolores médaillés recevront une prime équivalente à celle des Olympiens médaillés aux Jeux de Paris. Illustration pour une médaille d'or. Avec l'équilibrage effectué, notre Olympien d'hiver recevra une prime de 80 000 €, soit 20 000 € de plus qu'en 2022 à Pékin. Les primes atteignent désormais le niveau des épreuves estivales, se félicite Marina Ferrari, ministre des Sports. Place au basket. Les clubs français sont manifestement les mauvaises
élèves en matière de fair play financier. L'Asvel, sanctionné la semaine dernière par l'Euroleague pour une masse salariale trop faible. Dans un communiqué publié en début de semaine, l'instance européenne a reproché cette fois-ci à Monaco des retards de paiement et un manquement à la fourniture de documents et défaut de coopération. L'actuel leader du championnat de France écope ainsi d'une interdiction de recrutement à effet immédiat. Une décision qui n'est pas définitive et qui fait office de mesure temporaire avant la décision finale. Un coup de massue pour le club de la Principauté qui envisageait quelques travaux pour épaissir l'effectif après les départs successifs de 3 joueurs en septembre. Pour rappel, la direction monégasque a déjà écopé d'une sanction en Ligue nationale de basketball pour s'être acquitté d'une taxe de luxe imposée au club dont la masse salariale excède les 8,5 millions d'euros. Fini l'économie, il est temps de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes ce côté football. À l'issue de la 12e journée de Ligue 1, l'arbitrage se retrouve une nouvelle fois sous le feu des critiques. Dans une story postée sur Instagram hier, Corentin Tolisso, le capitaine lyonnais, a lancé un appel au dialogue après la défaite face au Paris Saint-Germain 3-2. Il en appelle aux arbitres de Ligue 1, aux capitaines et aux dirigeants pour ouvrir le dialogue et, je cite, changer les choses car ce n'est plus possible. Une initiative qui fait consensus chez les clubs français. La réponse ne s'est pas fait attendre. Le directeur de l'arbitrage, Anthony Gauthier, ancien élève de l'Université de Lille au passage, s'est montré favorable à l'idée d'un Grenelle de l'arbitrage et prévoit le 1er décembre une réunion entre les différents acteurs. On l'a dit, cette initiative est motivée par l'ensemble des directions. Fait-elle consensus au sein de l'équipe du CSC? Rapidement, messieurs, faut-il se réjouir de l'ouverture d'un tel dialogue? Oui, faut causer, ouais. Oui, ouais, c'est important. Clairement, oui. Nous, on aime causer. Il faut qu'ils se mettent aussi à causer. Au bout d'un moment, ça commence à devenir critique. Une bonne causerie, bien début de match, bien avec bien les engueuler, comme ça c'est parfait. Et là on sera bien nickel. Est-ce que le risque aussi, c'est que ça ne fasse qu'empirer les choses? Non, il n'y a pas de risque pour vous que ça dégénère? Bah pas tant. Déjà, on est très loin du modèle espagnol. Oui. Ça, c'est rassurant. Et pour nous, c'est rassurant. Bah, c'est rassurant pour nous, même aussi vis-à-vis, parce qu'on n'en parle pas assez, mais les médias ont aussi leur responsabilité dans la question. On le voit en Espagne. Et en plus de ça, j'ai envie de dire qu'il faut et qu'on tend à se rapprocher de plus en plus vers un modèle rugby. Et il faut se rapprocher vers un modèle rugby. Il n'y a pas de débat. Il faut ouvrir le dialogue. Toutes les décisions doivent être expliquées, même si voilà, on a tendance, même au rugby, à sacraliser beaucoup le rôle de l'arbitrage. C'est important aussi de vouloir remettre en question certaines de ces décisions et justement cette table ronde entre guillemets pourra je pense à faire avancer les choses. De toute façon ça peut qu'être qu'une bonne décision. Oui. Je pense à l'avenir. On espère comme aboutissement une décompression du stress de la situation, de la pression mise sur le corps arbitral. En France, on a l'impression aussi qu'on leur tape beaucoup sur la tête et je pense qu'ils peuvent en avoir aussi ras-le-bol. Et que la pression engendre des erreurs, engendre aussi des soucis de compréhension dans tout ça. On va pouvoir enchaîner, cher ami, ça va se taper, mais dans les règles de l'art, si je peux dire. Ouais, pourquoi pas ne pas y croire? Pourquoi ne pas croire en cette confrontation mythique, à ce choc du siècle entre Francis Ngannou et John Jones? Depuis son départ de l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC, organisation reine de MMA, Francis Ngannou avait tendance à repousser cette question et balayer les rumeurs au sujet d'un possible affrontement contre John Jones, combattant américain et autres légendes de ce sport. 2 poids lourds aux qualités bien distinctes qui n'ont jamais croisé le fer par manque de délai et malchance de planning. Quand l'un part, l'autre revient. Mais c'est au cours d'une interview accordée cette semaine à TMZ que le Camerounais n'a pas caché son envie de faire un retour express dans la cage, à l'occasion notamment de la soirée exceptionnelle organisée par l'UFC à la Maison Blanche en juin 2026. Rien n'est confirmé, faut-il y croire? Le public raffole d'un storytelling de ce genre et l'UFC veut marquer les esprits pour cette soirée de gala. Toutes les rumeurs sont donc recevables. On conclut ces news par une très bonne nouvelle, peut-être la seule bonne nouvelle de cette semaine. Elle concerne notre judo 4. C'est ta sélection, hein. C'est ma sélection. Je vous laisserai aussi checker les news de la semaine. Il n'y a pas grand-chose. On a vu ensemble. Mais elle concerne notre judo 4 française, quintuple médaillée olympique. Clarisse Agbenenou a annoncé ce week-end via Instagram une nouvelle grossesse et précise être toujours habitée par l'objectif Los Angeles 2028. Merci Gaëtan pour ce tour de l'actualité, un peu de combat, mais cette fois, Madame n'est pas sur le tatami, donc ça fait plaisir. C'est, comme tu l'as dit, ça a égayé cette fin de chronique. Exactement. C'est pas plus mal aussi, sachant aussi le contexte. Merci en tout cas, merci pour ces news. On va pouvoir prendre du temps
pour le débat du soir. Théo a esquissé le résultat pour garder la matière, j'imagine. Peut-être qu'il a un coup de gueule aussi à nous livrer sur le rugby, sur ce premier match test d'automne pour l'équipe de France qui s'est inclinée samedi soir face à l'Afrique du Sud, 17-32, donc devant ses supporters, ses Africains, Sud-Africains qui 2 ans auparavant nous avaient battus en quart de finale là aussi avec Maël. On peut pas le dire encore, c'est encore en hibernation, c'est dans ce qu'on a enregistré pour l'instant, mais c'est des sujets qui font parler, entre autres. Ces Sud-Africains, donc, qui nous ont battus il y a 2 ans d'un petit point. On avait un peu toujours cette revanche à prendre 2 ans plus tard. Faudrait constater que on a été servi, on a pris une belle petite leçon en seconde période aussi de rugby. Est-ce que vous, autour de la table, vous l'avez encore amer, vous êtes déçu de cette défaite et faut-il s'en inquiéter pour autant? Moi, en tout cas, j'ai été voir le match avec la volonté justement de revenir sur cette revanche, voilà, de battre les Sud-Africains. Et j'ai été plus que déçu. Honnêtement, on entame bien le match avec un essai à la 4e, je crois, de Damien Penaud. Les Sudaf prennent un rouge juste avant la mi-temps. Donc là, on se dit, le match, il tourne pour nous. Et on n'arrive pas, on joue pas sur les extérieurs. Je pense que voilà, c'est une faute collective. C'est presque, on n'est pas loin de la faute professionnelle au final. On a l'impression qu'on n'a pas travaillé le match, qu'on n'a pas préparé, qu'on n'a rien avancé. Les ballons aériens n'ont pas été bons. On n'a pas comme il y a 2 ans, les ballons aériens. Oui, voilà, comme il y a 2 ans, on n'a rien travaillé. J'ai l'impression. J'ai trouvé des articles comme quoi apparemment on travaillait les ballons aériens avec les frites de la piscine municipale de Marcoussis. Et je crois que c'est pas une vanne. C'est vrai. Apparemment, on emprunte les frites, donc c'est très fort. Et voilà, non, j'étais très déçu. On n'a pas joué sur les extérieurs. Je pense que c'est ce qui a manqué aussi à cette équipe, de pas jouer sur les extérieurs alors qu'on est en supériorité numérique. Et je pense que ouais, on peut vraiment avoir des regrets de pas avoir fait un non-match parce qu'on a joué, mais je suis sorti du match comme si on avait fait un non-match, comme si on s'était livré aux Sud-Africains. À ma gauche, mécontentement. À ma droite, est-ce que ça suit ce propos? Est-ce que ça nuance? Est-ce que c'est même content? Alors moi, je suis assez mécontent du résultat, effectivement, parce que comme l'a fait remarquer Théo, on a très bien commencé. Voilà, avec notamment un essai record de Damien Penaud qui bat le record, 39e essai. De Serge Blanc. Donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est bon. Alors, je me suis pas dit c'est gagné parce que c'était que la 4e minute. Mais je me suis dit, on peut aller le gagner si on continue à bien travailler comme ça. Et derrière, plus rien. Pendant tout le reste du match, il y avait pas de jeu, il y avait pas de proposition. On a fait que subir. Est-ce que plus que la proposition de jeu, c'est ces 20 minutes en supériorité numérique à l'entame aussi de cette seconde période, on se dit on a laissé passer la chance à ce moment-là dans ce match de rugby, Gaëtan Maël? Moi, j'avoue, j'ai pas écouté la question. C'est pas grave, pas de souci. Non, je parlais du carton rouge, de cette supériorité numérique. Est-ce qu'on n'est pas encore, on l'a pas un peu aussi amer, on n'est pas un peu déçu à cause de cette situation-là où on est devant au score et on peut creuser l'avantage avec cette supériorité? Ah bah c'est clair, moi j'ai complètement pété un câble devant mon écran. Ah oui, donc Théo, toi t'es un petit rigolo. Ah, c'est un petit rigolo. Enfin, je suis quand même parti du bar à la fin du match. Ah pardon, monsieur. Quand même. Je pensais que t'étais au stade, moi. Ah non. Ouais, moi aussi j'ai cru quand tu disais. Je serais rentré sur le stade. Je serais rentré sur le stade, sur le terrain. Oui, ok. Ah non. Pardon. Non, moi j'ai crié contre les joueurs et tout. Enfin bref, j'étais énervé parce que au stade a priori. Non, même pas. J'étais vraiment en colère parce que en fait on a ce carton rouge, bon pour moi qui est totalement mérité. Enfin, il y a vraiment un acte ultra dangereux du joueur sud-africain. Alors je m'en souviens plus qui c'est exactement, mais vraiment plaquage haut. Je crois que c'est ça qui. Pas réglementaire. Réglementaire, voilà. C'est Thomas Ramos qui se prend une charge. Ah oui, voilà, c'est ça exactement. Et puis voilà, et puis il est un peu en position ancrée dans le sol. En plus, c'est quasi inévitable pour lui. Il peut rien faire. La mise en danger du rugbyman est très élevée à ce moment-là. Ce qui est logique, du coup, décision aussi logique. Là, l'arbitrage a été plus ou moins. L'arbitrage était très bon. Enfin, bien sûr. Même pour le jaune de Louis Biel-Barré, vraiment qu'on fasse un peu plus les chauvins, mais il est aussi. Oui, il était. Enfin, c'était pas scandaleux. C'était pas un scandale, mais c'était pas. J'ai pas vu à quel point il touchait vraiment le ballon. J'ai pas l'impression que. Mais ce qui m'a énervé surtout, c'est que j'avais l'impression de pas revoir une équipe de France qu'on a l'habitude de voir. Je trouve que sur les rucks, on était ultra friable. On se fait trop facilement récupérer le ballon. J'ai l'impression que dès que on fait des petits tas, on n'arrive pas à tenir le ballon, on n'arrive pas à garder la possession. C'est trop facile pour eux de récupérer une pénalité et c'est d'ailleurs ça, je pense, qui nous a fait complètement. C'est ça qui nous a fait
un peu défaut, c'est le nombre de fautes. C'est aberrant, c'est fou de prendre autant de fautes, et c'est ça qui derrière, je pense, nous fait sortir de notre match, surtout que c'était un vrai combat physique que les Sud-Africains ont remporté. Donc je dirais vraiment, c'est ça, c'est les pénalités, et derrière, on s'est fait un peu submerger, je pense, par le fait qu'ils nous maintiennent, qu'ils se maintiennent en vie avec les pénalités. Derrière, ils poussent, et on craque, et puis ils prennent l'avantage. La question dans la question, c'est est-ce que c'était une équipe de France trop faible ou des Sud-Africains trop forts aussi, physiquement parlant, qui étaient rodés? Ils étaient sur une dizaine de matchs à jouer ensemble, à se connaître. Ouais. On était peut-être juste pas prêts à enchaîner tout de suite des Sud-Africains en pleine bourre. Ouais, mais t'as tout dit, c'est toute la différence. Je trouve que vous avez plutôt bien résumé un petit peu la situation, mais bravo, en effet. Bravo, maître Gaëtan vous donne un bon. Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Mais là, je rigole, j'abuse. Mais là où je te rejoins, en effet, c'est que on a clairement deux situations différentes. Où en effet, côté français, on a cette contre-performance, en effet, parce qu'on a tendance à la comparer au quart de finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans. Et donc en effet, il y a absolument rien qui n'a été amélioré. On a parlé du jeu aérien, on a parlé de la présence dans les rucks, et encore même lors de ce quart de finale, je suis pas véritablement sûr qu'il nous ait manqué vraiment quelque chose comparé à ce match-là, mais s'il peut avoir une circonstance atténuante, c'est premièrement l'effectif et les nombreux accents qu'on a pu compter, à la fois sur notre meneur Antoine Dupont, que ce soit aussi sur notre absence de certains cadres dans la mêlée, Antonio, Moefana ou encore Peato Movaka, ce qui a beaucoup pêché, et donc évidemment on dresse un constat assez terrible de cette équipe de France-là, on tombe sur elle, à tel point qu'on peut même remettre en question le mandat de Fabien Galtier à 2 ans de la Coupe du Monde, enfin qu'on essaye de le remettre en question. On est peut-être dans l'abus là. Mais en fait on est dans l'abus parce qu'il y a aussi quelque chose qui est encore plus frustrant, c'est que nos 2 derniers matchs de préparation, en tout cas avant le tournoi Destination, c'est face aux Fidji et face aux Australiens. Donc en vérité c'est frustrant parce que c'était entre guillemets notre seul gros match, notre gros rendez-vous, et le rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer dans cette phase de préparation, parce que les matchs qui arrivent, bon, il faut pas les prendre à la légère, mais il s'agit quand même des Fidji qui sont plutôt spécialistes du rugby à 7, et même s'ils sont en train de construire petit à petit leur équipe à 15, et face à des Australiens qui ont un certain jeu, mais ils sont quand même une équipe relativement plus faible que nous. Et donc avant ce tournoi à destination là, ne passer à côté de ce rendez-vous et ensuite avoir 2 prochains matchs qui ne vont pas réellement nous révéler des choses, c'est vrai que c'est frustrant, et ça amplifie la chose, et je pense que c'est pour ça qu'on a tendance à en faire un petit peu trop. On en fait trop peut-être dans la culture de l'instant aussi. Ouais. Là on est 72 heures après le match, on continue on parle toujours de défaite, et les Français on n'aime pas perdre, on le sait très bien. Est-ce que vous l'auriez pas eu encore plus mauvaise si justement ce match contre les Sud-Africains était le 3e de cette tournée? On aurait perdu après avoir affronté les Fidji et l'Australie, on aurait perdu alors qu'on aurait pu être plus rodé, plus en forme, avoir une performance plus aboutie. Pensez-vous qu'on l'aurait eu encore plus mauvaise? Oui, parce que en fait ça relève avant tout d'automatisme, quoi. On a vu que les automatismes étaient bien rodés côté sud-africain. Là, le fait qu'il y ait des nouveaux, on le rappelle quand même, je crois que la première ligne du 15 de France, la première ligne de la mêlée, les 2 joueurs comptabilisés, au total uniquement que 4 sélections. Donc ça en dit beaucoup sur les automatismes qu'on a dû travailler, qu'on a dû forcer un petit peu. Il y a un de mes collègues à la Voix du Nord, journaliste qui suit l'équipe de France de rugby, qui était au stade aussi, appuyé qu'en face beaucoup de trentenaires, de Sud-Africains qui se connaissent en sélection depuis 10 ans en fait. Donc pareil, ça doit aider énormément. Peut-on aussi relativiser, Théo, Maël, je me permets, peut-être un peu de colère. Peut-on aussi relativiser, ou c'est pas une défaite illogique du tout, même si dans le match intrinsèquement de l'équipe de France, on va relever les petits défauts ici et là et que ça nous reste dans un coin de la gorge? Non, il y a peut-être un côté qui fait que justement on est dans la culture d'instant, qu'on est encore énervé, il faut peut-être relativiser, mais je pense que les cadres aussi de l'équipe de France n'ont pas apporté ce qu'il fallait apporter. Ouais. Ils t'ont déçu en tout cas. Il y a des gens qui ont l'expérience, il y a des gens comme Romain Ntamak quand même qui comptabilisent beaucoup de matchs en équipe de France, qui faisaient partie des cadres. Pareil pour Gaël Ficou qui était capitaine, qui joue en équipe de France depuis 10 ans, qui a fait un match, je trouve, pas de là à cracher contre lui, c'est un bon joueur, mais j'ai pas envie moi de m'énerver contre Gaël Ficou. Non, globalement, oui. Contre aucun, je pense. Voilà. Nolan Le Garec. Très belle chisté au début du match. Ouais, c'est pas bien de cibler ceux non. Maxime Lucu, parce qu'il est quand même très chauve. Je ne sais pas. Je pose des questions. Donc ces cadres-là, comme tu dis. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il avait cette tendance à coffre à ballon un peu, qui fait qu'il a perdu beaucoup de ballons, et du coup qu'il n'a pas forcément assuré son rôle de cadre.
Après, à rappeler aussi qu'on parle d'un scoring, on parle d'un écart assez conséquent, hein, 15 points, 17-32. Les points sud-africains qui ont fait la différence sont inscrits plutôt tard. Après l'heure de jeu aussi, on parle des 15-20 dernières minutes où là, c'est comme on dit toujours dans le football, comme Cristiano Ronaldo le dit toujours, c'est du catch-up. Dès que ça sort, ça enquille. Là, sur cette fin de match, en tout cas, ils ont fait le taf. Et comme tu dis, avec les absents, Gaëtan souligné, notamment des cadres, des joueurs importants, on sait aussi que notre banc n'était pas un banc très spectaculaire, capable de tenir ou de renverser une situation face à ces Sud-Africains. Ouais, ça rejoint ce que je disais, que en fait, le premier essai sud-africain, il arrive assez tard dans la partie. Il arrive en seconde mi-temps. D'abord, on répond par des pénalités. Ils répondent, pardon. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est à cause des fautes françaises et des pénalités qu'on donne aux Sud-Africains qui permettent de, à chaque fois, se relancer un peu dans la partie, de gagner des points petit à petit. Ils reviennent à égalité. Attendez, c'est à peu près à égalité, je crois. Ils ont 17-16 ou quelque chose. Ils repassent pour un point, ouais. Voilà. Que grâce à des pénalités, je crois, ou avec un essai, mais nous, on a marqué 2 ou 3 essais, 2 essais, eux, 1 essai, et ils mettent que des pénalités. Ils étaient très disciplinés, eux, hein, c'est tout. Et c'est tout. Hein, et je pense que c'est ça qui leur a permis ensuite d'exploser et de nous battre ensuite en mettant des essais. Ils ne se sont pas entraînés avec des pailles, des frites de la piscine voisine de Marcoussis. C'est ce qu'on retiendra de ce débat. Merci Théo. Merci Théo pour cette anecdote. Ouais, exactement. Merci à tous. En tout cas, on va pouvoir mettre fin à abréger ce débat, mais qui était très sympa. Personne ne s'est envoyé de frites ou de casques dans la tête. Moi, je dis que c'est un bon et beau débat. Petite pause musicale, vous proposez aussi pour nous, pour reprendre notre salive et puis pour vous permettre de vous souffler aussi, auditeurs, auditrices. On va attaquer un peu l'ambiance du jour de ce 11 novembre. On va aussi un peu aborder ce qui va arriver juste après avec un petit point historique compté par Maël qui va revenir sur des événements survenus il y a une décennie de cela. Je suis allé chercher la chanson qui fait le plus franco-allemand qui soit, né en 17 à Leidenstadt, avec notre Jean-Jacques Goldman à nous. On se laisse 3 bonnes minutes et on revient après. À tout de suite. De retour en direct sur Radio Campus Lille 106,6. Vous êtes bien en train d'écouter suite et fin de cette émission du Campus Sport Club. Pour retracer toute l'actualité sportive, je rappelle aussi que cette émission sera disponible dès demain sur YouTube, Spotify ou Deezer et dès minuit 1 sur campuslille.com à réécouter dans la section podcast. Il est temps d'aborder ce dernier petit quart d'heure d'émission avec le retour cette semaine du point histoire, du point historique. J'arrive toujours pas à donner un vrai nom à cette chronique. Si vous pouviez m'aider un de ces quatre, ce serait pas de quoi. Mais en tout cas, on va remonter dans le temps ce soir. Retour presque jour pour jour, 10 ans en arrière avec Maël. Le 13 novembre 2015, un match, une nuit, une histoire racontée par le Campus Sport Club. Oui, on n'est pas encore le 13 novembre, mais force est de constater en ayant allumé la télé tout à l'heure, en ayant allumé la télé ce soir, que on en parle déjà comme si c'était aujourd'hui, comme si c'était il y a 10 ans. Retour sur cette soirée du 13 novembre 2015, Maël, avec un match de football avant tout. Je ne vous apprends rien, la France va affronter l'Ukraine ce jeudi 13 novembre à Paris, au Parc des Princes. On ne va pas se mentir, je pense que ni les joueurs, ni Didier Deschamps n'ont vraiment la tête à ce match. Ce sont ces fameuses trêves internationales qui ne plaisent à pas grand monde. Ça coupe le rythme de la saison en club, les joueurs sont fatigués et ne veulent pas s'infliger des matchs en plus. Bref, assez peu d'intérêt. C'est plus qu'un match, mais c'est surtout une date. Celle du Vendredi Noir. Celle où la France a plongé dans le chaos pendant toute une nuit, le 13 novembre 2015. Ce soir-là, on est en région parisienne, pas au Parc des Princes mais au Stade de France. Deschamps a déjà sa place d'entraîneur sur le banc français. La pelouse est fraîche, les lacets sont bien serrés et le stade est en ébullition, malgré le faible enjeu du match. La France joue quand même son plus gros match depuis le début de l'année, en s'opposant à l'Allemagne, la redoutable Nationalmannschaft, guidée par le grand Manuel Neuer. On joue un match amical, mais il a quand même son importance, puisqu'il permet aux deux équipes de se roder et de se préparer à l'Euro 2016 qui approche à grands pas. La France reste sur 4 succès consécutifs, avec une victoire 1-0 face au Portugal de Monsieur Cristiano Ronaldo, une victoire contre la Serbie 2-1 début septembre. La France continue sur sa lancée en octobre avec une victoire écrasante 4-0 contre l'Arménie et une victoire 2-1 contre le Danemark.
On arrive donc au dernier rassemblement des Bleus de l'année 2015, durant lequel ils devront confronter une solide équipe allemande au Stade de France, puis l'Angleterre au Wembley Stadium. Ce sont sûrement les 2 matchs les plus importants de l'année 2015 pour l'équipe de France. Elle se confronte au gratin du football européen. En plus, les supporters français se posent beaucoup de questions. L'équipe est touchée par la fameuse affaire du chantage à la sextape qui concerne 2 joueurs français, Mathieu Valbuena et Karim Benzema. Didier Deschamps a décidé de ne pas les sélectionner pour ces 2 matchs, 2 grosses pertes qui réduisent les chances de victoire face aux géants allemands. À leur place, Hatem Ben Arfa et André-Pierre Gignac ont été sélectionnés. Il est maintenant temps d'en découdre et de montrer de quel bois on se chauffe, nous, les Français. Place au jeu, place au football, messieurs, dames, pardon. Le coup de sifflet de Antonio Mateu-Laos lance la partie. Sur le premier quart d'heure, la France contrôle le tempo du match et parvient à déjouer les offensives allemandes. À 21h16, une détonation retentit dans toute l'enceinte. On pense alors à l'explosion classique de quelques pétards pour célébrer le match. Jusque-là, rien de spécial. Personne ne se doute de ce qu'il se passe derrière les tribunes. 2 minutes plus tard, une deuxième vient mettre définitivement en suspens le cours de cette étrange soirée. Les regards sont interrogateurs et se tournent peu à peu vers le président. François Hollande s'était déplacé pour assister à cette belle rencontre amicale, mais les choses semblent mal tourner. Il est immédiatement confiné au PC de surveillance du stade, puis il sera ensuite évacué à la mi-temps. Malgré ces étranges détonations, le public se reconcentre sur le match. Les chants et les hollas reprennent peu à peu autour du terrain. Les supporters français exultent lorsque Olivier Giroud plante le premier but de la rencontre après une magnifique chevauchée sur le côté gauche d'Anthony Martial. À la mi-temps, la Fédération française de football décide malgré tout de poursuivre le match jusqu'au bout. Les environs du stade ne sont pas sécurisés et les 60 000 spectateurs ne peuvent pas repartir maintenant sans être mis en danger. De leur côté, les questions s'accumulent et les craintes se multiplient, surtout qu'une 3e explosion retentit à 21h53. Ça commence à faire beaucoup. Dès la mi-temps, un homme venu avec 3 enfants témoigne. « Je n'ai qu'une envie, c'est de partir, et vite. » Internet a été coupé pour éviter la panique. Le public reste concentré sur le match et sur la victoire qui approche pas à pas pour les Bleus, surtout lorsque Gignac, sur une tête catapultée au fond de la cage allemande, délivre le Stade de France. 2-0 à la 86e minute. Les Allemands, apparemment la tête ailleurs ce soir-là, et on peut comprendre pourquoi, n'ont pas été à la hauteur de l'affiche. Peu avant la fin de la rencontre, une alerte info est envoyée sur les 60 000 téléphones du public leur indiquant qu'une attaque terroriste est en cours près du Stade de France. S'ensuivent alors plusieurs minutes de flottement. Les rumeurs se multiplient et certains décident de rentrer chez eux. C'est à ce moment précis que tout le monde comprend l'ampleur du désastre. Les abords du terrain ne sont pas encore sécurisés, donc personne n'est autorisé à sortir pour le moment, les grilles sont fermées. Le public est confiné dans le stade en attendant que la situation soit réglée à l'extérieur. La foule comprend peu à peu ce qu'il se trame, la peur, les sanglots et les cris remplacent la joie ressentie au coup de sifflet final. Certains tentent de se réfugier dans les gradins, d'autres attendent patiemment la fin de ce calvaire avec la boule au ventre. Les vestiaires sont eux aussi mobilisés par l'équipe allemande. Ils y passeront toute la nuit en attendant que la situation se calme pour pouvoir repartir et rentrer chez eux. En conférence de presse, Manuel Neuer avouera plus tard que cette nuit l'a profondément marqué. Je cite « C'était vraiment effrayant. Personne n'a osé commencer à en parler jusqu'à ce que l'on s'éloigne en bus de Paris le lendemain matin. » Cette attente effroyable a été le point de départ de nombreuses terreurs nocturnes parmi le public. 10 ans plus tard, certains présents ce soir-là témoignent leur traumatisme comme Arthur qui confie à France 3. Pendant de nombreuses années, je n'ai pas voulu retourner dans un stade et encore aujourd'hui j'ai de l'appréhension, comme mercredi dernier quand je suis allé voir un match du Havre avec mon fils. Merci Maël pour ce retour 10 ans et quelques en arrière sur ce France-Allemagne au Stade de France alors que se déroulaient en parallèle les attentats aux abords du stade et dans Paris avec notamment ceux du Bataclan. Et dans 2 jours, on va commémorer ces 10 ans. Vous, petit tour de table, après on va un peu manquer de temps malheureusement, sur ce que ça vous évoque. Où étiez-vous il y a 10 ans? Est-ce que vous regardiez ce match au stade ou à la télé certains? Moi, à la télé, commune des Yvelines, Manille-et-Hameaux, où je regardais le match. Et puis, voilà, on a assisté à la démonstration française.
Et puis bien évidemment, je me rappelle toujours de Grégoire Margoton qui annonce devoir. C'est Christophe Jean-Pierre. C'était Christophe. C'était Ah Christophe oui, Jean-Pierre. c'était Christophe C'était Jean-Pierre. pas encore. Oui, qui annonce devoir rendre l'antenne pour une édition spéciale parce que des événements dramatiques sont en train de se dérouler dans la capitale. Mais en effet, c'était Christophe Jean-Pierre. Et donc là, le match se coupe directement. Pas d'interview et voilà. Et on découvre le désastre. Alors moi, j'étais assez jeune à ce moment-là, donc je devais avoir 7 ans à peu près. Du coup, je suis allé me coucher à mi-temps parce que c'était comme ça. Je regardais la première mi-temps des matchs à chaque fois. J'avais pas le droit à la deuxième parce que j'étais trop petit. Du coup, je me souviens dans les jours qui ont suivi, j'étais pas tout à fait au courant de ce qui s'était passé. Mes parents ont essayé de m'expliquer vite fait, mais je comprenais pas parce que j'avais 7 ans quoi. Donc ouais, tu l'as pas l'ampleur du l'as pas drame. pris de plein fouet en tout cas à ce moment-là. Et toi Théo? Non, moi je me souviens pareil, j'avais 8 ans, donc je suis allé me coucher à mi-temps, mais je me souviens du lundi, du retour à l'école, où on avait peur, on savait pas ce qui se passait. On savait pas si on était en danger, si tout allait bien. L'état d'urgence dans le pays, décrété, Ouais, donc on était tous concernés. C'était vraiment d'une quelque chose manière ou de d'une très... autre. Ouais. On avait beaucoup d'appréhension. Je m'en souviens vraiment de regarder mes camarades, on savait pas quoi faire. On savait pas comment se placer, on savait pas quoi dire. C'était très bizarre. J'ai un très bon ami qui, un jour, au détour d'une soirée, une discussion où on parle de tout et de rien, et on parle de ce match, où on parle de France-Allemagne, parce qu'arrivée des France-Allemagne qui se jouaient en compétition, il me dit, mais tu sais que moi, en 2015, j'étais au stade. Je dis quoi? France-Allemagne, 2015, j'étais au stade, en famille. Et en fait, il m'a encore expliqué ça tout à l'heure, je lui ai reposé la question, mais lui, il a réussi à être dans les premiers à sortir du stade et à passer les grilles avant que il y a un mouvement de panique et que d'autres prétendent qu'il y a encore un terroriste et une bombe qui traîne aux abords et que tout le monde re-rentre dans le stade en vitesse. Lui, il a eu le temps de sortir, d'aller jusqu'à la voiture du parking, du coup, de pas du tout comprendre qu'il y avait du grabuge derrière avec sa famille. Il a dit que pendant quelques minutes, avec la foule et un peu des mouvements de panique, mais sans qu'il comprenne trop pourquoi, il avait perdu à un moment donné son frère dans la foule, mais qu'il a finalement remis la main dessus et qu'ils sont repartis. Et c'est en reprenant la voiture direction l'Est et la Normandie, où il habitait en famille, puisqu'il rentrait le soir même, que sur le téléphone, tout au long de la soirée, ils ont plus ou moins découvert ce qui se passait dans Paris. Mais il me dit, on comprenait toujours pas, et ils ont dû attendre le lendemain matin pour comprendre tout ça. Voilà. Pour tout ça. Beau témoignage. C'est un beau témoignage. Mais lui, il a échappé au chaos, à la détresse, un peu tout ça. Voilà. Merci Maël pour le petit point histoire qui fait, je peux pas dire chaud au cœur, quoi, mais qui nous a bien replongé dans ce climat. Et sinon, moi, titre perso, j'étais devant la télé, mais comme toi, ce moment qu'a Christophe Jean-Pierre à dire allez, il se passe que des événements dans Paris, on doit rendre l'antenne, bonne fin de soirée, enfin pas bonne fin de soirée à tous quoi. Ouais. Fin de soirée à tous. Fin de soirée à tous. Fin de soirée quoi, c'est Fin de soirée. Au revoir. Il y a plus de voilà quoi. Bon, allez. On va un peu tricher ce soir, hein, comme là il fallait quand même dire quand même ce qu'il y avait à dire. On va légèrement déborder, il sera un peu plus de minuit quand on finira cette émission. Je recevrai un blâme, mais je le prends pour vous tous. Il y a pas de souci. On va pouvoir finir cette émission en beauté, quand même quelque chose de plus réconfortant, avec ce qui va arriver avec les immanquables de Mathurin. Vous ne savez pas quoi regarder cette semaine? Pas de souci, le Campus Sport Club vous a concocté un programme alléchant. Mathurin, tu as la difficile tâche de nous proposer un programme alléchant. Il a intérêt à être alléchant. Il est alléchant pour moi. Est-ce qu'il le sera pour les auditeurs? À eux de nous dire. Donc je vous ai concocté un programme immanquable, placé sous le signe de la diversité cette semaine. Il y en aura pour tous les sports et pour tous les goûts. Je vous ai réservé un florilège de quelques événements à regarder. Commence avec du tennis, pour ceux qui sont amateurs de la petite balle jaune. Les ATP Finals qui continuent toute la semaine en simple comme en double, avec en point d'orgue les demi-finales samedi et la finale dimanche surtout, à suivre en direct sur Eurosport. Et une grosse question qui anime ces finales, qui de Yannick Sinner ou Carlos Alcaraz terminera l'année 2025 en tant que numéro 1 mondial? Petit prono là. Sinner. Ouais, plutôt Sinner, moi j'aurais tendance à... Il est plus costaud. Alcaraz a 1000 points d'avance quand même. Ouais. Il y a un petit différentiel. Mais, sait-on jamais. Mais Sinner. Plus dans une bonne forme que Carlos Alcaraz, ouais. Ouais. Bon, tu vois, c'est l'Italien qui gagne. Et puis l'Italien à domicile. Ouais. On est à Turin. Bon, Yannick Sinner, peut-être. Réponse dimanche. Je pouvais pas vous proposer d'immanquable sans passer au football, évidemment. Il y aura cette semaine du football féminin, avec la Ligue des Champions dont a parlé Théo en résultat tout à l'heure. Et notamment la 3e journée, où le Paris Saint-Germain va se déplacer à Old Trafford ce mercredi 12 novembre pour affronter Manchester United, afin de tenter de sauver sa saison européenne avec
Déjà 2 défaites en autant de matchs. Même jour, même heure, un alléchant Juventus Atlético de Madrid ou encore un Barça OH Leuven qui va passer directement en quart, savoir le top 4, et qui passe par les playoffs de la 5e à la 12e place, sachant que les 5e aux 8e places sont tête de série pour les phases à élimination directe, donc important de marquer tous les buts possibles. Rendez-vous dès demain sur Disney+. On saute du coq à l'âne. J'ai toujours marré Disney+. C'est vrai pourquoi elle est sur Disney+. Eh bien, il y a du sport sur Disney+. Exactement. Merci Mathurin de le préciser. On saute donc du coq à l'âne avec ce prochain sport, puisqu'on va parler sport automobile, avec notamment le Grand Prix de Macao ce week-end, un événement traditionnel sur le rude circuit de Ghia à Macao, donc 6,2 km dans les rues étroites et sinueuses de Macao. Un challenge qui sera relevé en Formule 3 ce dimanche 16 novembre et dont les vainqueurs sont scrutés avec beaucoup d'intérêt. Ils rejoindront au palmarès d'illustres noms comme notamment Michael Schumacher et Ayrton Senna. À noter également le même week-end la Coupe du Monde de GT sur le circuit de Ghia aussi, où toutes les sommités du GT3 se retrouveront pour tenter d'arracher le Graal. Avis donc aux amateurs de course automobile, Macao est the place to be ce week-end avec des batailles d'anthologie à prévoir. Rendez-vous sur YouTube dès samedi pour les qualifications. Et si à Macao la bagarre est au sens figuré, ça se tapera au sens propre du terme ce samedi au Madison Square Garden à New York, dans le cadre de l'UFC 322. L'Australien Jack Della Maddalena est le champion titre en catégorie de poids mi-moyen, c'est-à-dire de 71 à 77 kg. Il sera la tête d'affiche dans son combat contre Islam Makhachev. Le Russe tentera de lui chipper le titre. Côté féminin, un autre combat pour le titre en catégorie poids mouche de 53 à 57 kg. L'athlète kirghize Valentina Shevchenko tentera de conserver son deuxième titre face à la championne en titre des poids paille, la chinoise Zhang Weili. Benoît Saint-Denis, lui, sera le seul Français en lice ce soir-là. Il sera en carte principale dans le combat qui l'oppose à Beneil Dariush dans l'espoir d'entrer dans le top 10 de la catégorie poids léger. L'ensemble de la soirée est à retrouver en direct sur RMC Sport. Il faudra toutefois sacrifier du sommeil puisque la carte principale débute à 4h du matin. Ah, ça pique. Et on finira cette chronique avec du snook. Ça va snooker. Oui, ça va snooker. Petite recommandation insolite si vous voulez découvrir de nouveaux sports. Le Champion of Champions, qui est un tournoi de snooker. Pour rappel, le snooker est une variante du billard. J'ai pas tout à fait compris la différence, mais voilà. C'est un tournoi qui, comme son nom l'indique, rassemble tous les joueurs qui ont remporté au moins un championnat sur l'année depuis l'édition précédente, donc en l'occurrence la saison 2024-2025. Le triple champion du monde, le Gallois Mark Williams, est le vainqueur en titre et remettra son trophée en jeu dès demain. Il devra toutefois faire face à une rude concurrence. Le champion du monde en titre, Zhao Shintong, déjà qualifié pour les quarts de finale. Le quadruple champion du monde, Mark Selby, et le vétéran John Higgins comptent parmi ses plus sérieux opposants. En attendant la grande finale dimanche à Leicester, c'est donc 4 jours d'action qui vous attendent sur la chaîne YouTube Matchroom Pool si vous souhaitez découvrir un nouveau sport. Merci pour la petite recommandation sympathique, le snooker, qu'on aime suivre sur Eurosport en milieu d'après-midi aussi quand on fait la petite sieste. Merci Gaëtan, merci Maël, merci Théo pour cette émission du soir. On va vous libérer, il est minuit passé de 3 minutes, on va aussi libérer les auditeurs auditrices qui vont pouvoir profiter des musiques de la nuit. D'ici là, le Campus Sport Club vous souhaite une belle fin de soirée, belle nuit. On vous dit la semaine prochaine, évidemment, 23h minuit. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.